Merci de nous rejoindre dans l'Africa Newsroom pour 90 minutes d'information en Afrique et dans le monde sur fond d'analyse, de débat, de reportage et bien sûr de détente. Dans la dernière demi-heure, nous retrouverons la chronique du jour, juste après les news Afrique, le dossier du jour et les news monde. Marie-Angèle Sommer. Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar El-Béchir et Salva Kiir se sont achevées avec un engagement, résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était en République de Chine. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans les secteurs de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle. Enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors sur notre plateau, notre éditorialiste Alfred Chango est en notre compagnie. Bienvenue Alfred. Bonsoir. Ainsi que notre premier invité, David Wabeladio, qui est inventeur d'une écriture dont il nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bienvenue David. Merci. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité africaine en commençant par l'info du jour. Comment se partager les revenus du pétrole, se répartir la dette, mettre fin aux frictions frontalières? Salva Kiir, reçu pour la première fois en tant que chef d'État sud-soudanais à Khartoum, et son homologue Omar El-Béchir ont tenté ce week-end d'y trouver des réponses. Les détails de Lola Sorrenti. Les deux présidents côte à côte pour renouer le dialogue, une image forte et symbolique pour apaiser les tensions entre le Soudan et le Sud-Soudan. Depuis plusieurs mois, les pourparlers autour du partage des revenus du pétrole sont dans l'impasse entre le Nord et le Sud. Si le Sud-Soudan détient la plupart du pétrole, il a besoin des infrastructures et notamment de l'accès aux ports sur la mer Rouge, située au Soudan. Objectif donc de cette rencontre entre Salva Kiir et Omar El-Béchir à Khartoum, proposer des solutions aux tensions économiques entre Khartoum et Djouba. Il a été convenu d'établir des comités avec un calendrier précis pour parvenir à des solutions définitives. Si Dieu le veut, nous vous signerons dans les plus brefs délais un accord définitif et nous célébrerons ensemble la résolution des problèmes. À l'issue de 2 jours de négociations, le président du Sud-Soudan repart vers son pays confiant. Je rentre aujourd'hui à Djouba et je peux vous assurer que nous trouverons des solutions à toutes les questions en suspens. Nous signerons un accord dès que possible. Après plusieurs années de guerre civile, le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance le 9 juillet dernier. Alfred, la rencontre entre Omar El-Béchir et Salva Kiir présage-t-elle d'un renouveau des relations entre Khartoum et Djouba? En tout cas, on peut dire que c'est une bonne chose pour les deux républiques sœurs, hein, pour les deux États, parce que ça permet effectivement d'aplanir les difficultés qu'il y a entre les deux pays, les deux États. Le fait qu'effectivement Al-Bashir reçoive Salva Kiir à Khartoum même, c'est quelque chose de très important pour montrer justement à leurs compatriotes, parce qu'il n'y a pas longtemps ils étaient ensemble, qu'effectivement le Sud-Soudan est devenu une république et qu'on doit le traiter en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, on sait que quelle est la pomme de discorde entre eux, c'est les ressources pétrolières du Soudan, à la frontière entre les deux États, à Abyei, qui est vraiment le lieu où est concentré tout le pétrole. Et que donc, effectivement, si on veut aller vers le développement des deux États, et surtout du Sud-Soudan, qui n'a pas beaucoup d'infrastructures, il faut qu'il y ait un climat de paix, un climat de confiance entre les deux États. Et donc là, je crois que c'est une bonne initiative. Mais enfin, on sait entre les deux, des accords ont été signés plusieurs fois qui n'ont jamais été respectés. Restons assez prudents quand même par rapport à cela. Wabeladio, comment peut-on imaginer un partage équitable entre le Nord, qui dispose d'infrastructures, et le Sud, qui dispose de matières premières? Bon, excusez-moi madame, je suis venu pour parler de l'équipement, mais je n'aime pas parler de la politique, parce que ce qui se passe en Afrique, pour moi, ça m'étonne. C'est comme ça que moi, je suis en train de préparer la jeunesse autrement, parce qu'il faut changer la mentalité et donner à la jeunesse l'esprit d'amour. Donc il faudrait donner donc à la jeunesse soudanaise. C'est ce système que je suis en train de changer, de mettre sur place, et j'ai déjà formé plus de 200 et quelques mille personnes à travers l'Afrique. Parce que ce que nos aînés sont en train de faire, c'est de la honte même.
Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une solution entre le Nord et le Sud, justement, pour travailler ensemble et redynamiser les économies. Mais ils sont obligés de travailler ensemble, parce que nous sommes des Africains, nous sommes un seul peuple. Hein? Si d'abord, les pays que nous avons, ce sont des pays qu'on nous a dessinés. Hein? Alors pourquoi aller se battre pour je ne sais pas moi quoi? Donc c'est un problème qui doit... donc ils sont obligés de travailler en collaboration parce que c'est pas normal. Et surtout que la population est en train de... On pensait que cette fois-ci, les tensions soient définitivement aplanies entre les deux Soudans. C'est très compliqué, c'est très complexe. Hein, c'est-à-dire que les chefs d'État peuvent manifester de la bonne volonté pour justement essayer de réconcilier, de rapprocher les deux États. Mais on sait que dans les deux camps, dans tous les camps, il y a toujours des faucons, il y a des colombes, et les faucons souvent poussent à la confrontation. Et que donc ils doivent, à l'intérieur de chacun de ces deux États, négocier justement pour trouver un équilibre qui permette effectivement justement qu'il y ait cette rencontre et probablement qu'on sorte justement de ce conflit. Le dialogue est nécessaire, de toute façon. Premier après info, le Burkina Faso. Taïwan et Ouagadougou ont tissé au fil du temps des liens forts. La mise en œuvre du programme Une ampoule pour l'Afrique qui vise à équiper tous les écoliers du Burkina Faso en énergie solaire en est d'ailleurs un exemple. Fanny Mounichi. Le président du Burkina Faso a répondu présent aux festivités du centenaire de la République de Chine. Blaise Compaoré est arrivé samedi à Taipei où il a rencontré son homologue taïwanais Ma Ying-jeou. L'entretien a été l'occasion de revenir sur les relations bilatérales entre les deux pays. Blaise Compaoré a également remercié le gouvernement taïwanais d'avoir participé au cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le président burkinabé poursuit sa visite lundi avec la grande parade organisée pour la célébration des 100 ans d'existence de la République de Chine. Alors, Alfred, est-ce que la Chine est devenue un partenaire privilégié de l'Afrique? Alors, tout à fait, mais sauf là qu'il faut distinguer, c'est Taïwan. Et on sait que c'est la pomme de discorde entre le Burkina Faso et la Chine continentale. Et que donc, effectivement, avant que les relations entre la Chine continentale et le reste de l'Afrique ne deviennent privilégiées, il y a eu d'abord Taïwan. Et au fond, là, Blaise Compaoré, lui, maintient justement ses relations privilégiées avec Taïwan, là où tous les autres États africains ont rompu les relations sur pression, justement, de la Chine, comme ils ont fait pression contre la Dalai Lama. Mais pourquoi le Burkina, par exemple, continue de dire que la Chine, la République, s'attache avec Taïwan en disant que de l'autre côté, du côté continental, il s'agit d'un régime autoritaire? En réalité, le problème n'est pas tellement là, c'est simplement que Blaise Compaoré reconnaît l'antériorité de sa coopération avec Taïwan et en même temps refuse de se faire dicter sa politique par la Chine continentale. C'est simplement cela, parce qu'au fond, la Chine continentale fait souvent pression de manière tellement pressante qu'elle ne laisse pas le choix au chef d'État. Et là, en l'occurrence, Blaise Compaoré, depuis un bon moment, tient tête et continue à avoir des relations avec Taïwan. David Ouabéladjo, est-ce que c'est important que l'Afrique diversifie ses partenaires, c'est-à-dire ce n'est plus simplement l'Europe, mais c'est aussi l'Asie? Mais la coopération, c'est dans tous les sens. Si on veut développer l'Afrique, il faut ouvrir les portes à tout le monde. Hein, l'essentiel que la négociation soit d'une façon transparente. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Et qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans ce partenariat avec l'Asie, par exemple? Bon, mais prenons le cas, par exemple, de l'Europe. Mais l'Europe a gagné sur l'Afrique. Parce qu'en explorant l'Afrique, ils ont ramené beaucoup de choses ici. Hein? Donc, nous aussi, à notre tour, nous avons besoin aussi d'aller vers les autres. Parce que nous allons tirer profit si ceux qui peuvent être, disons, qui peuvent aider l'Afrique à se développer. Notamment, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore capable de développer la technologie. Mais avec la coopération, la technologie africaine pourra aussi connaître un développement. Est-ce qu'on peut parler d'une redistribution des cartes, d'une nouvelle donne sur la géopolitique internationale? Alors, disons qu'avec la Chine continentale, oui, parce qu'au fond,
jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'éclatement de l'Europe orientale, de l'Europe centrale. L'Afrique avait été la dernière roue du carrosse au fond de l'Occident. Je disais au fond, l'Afrique est en perte de vitesse. Les Chinois continentaux, eux, ont compris, puisqu'ils ont un besoin énorme de matières premières, des énergies, qu'il y avait des gisements en Afrique et que donc il fallait aller vers l'Afrique. Mais est-ce que le Burkina n'y perd pas en soutenant Taïwan plutôt que de soutenir Pékin? Non, on n'y perd pas, puisque aussi Taïwan, justement, avait une politique de charme vis-à-vis de l'Afrique, investissait beaucoup à l'époque. Simplement, il y a eu ces pressions de la Chine continentale qui ont fait que beaucoup d'États se sont désengagés. Et pour compenser justement les pertes, voilà pourquoi la Chine continentale va soutenir des projets immenses, apporter des capitaux nombreux, etc. Le Zoom, c'est le Libéria. Zoom sur une déclaration de la présidente Ellen Johnson Sirleaf concernant sa collaboration avec Lema Gbowee. Les deux prix Nobel de la paix souhaitent améliorer les conditions de vie des femmes. Je pense que Gbowee a approuvé notre collaboration. Une collaboration que nous allons utiliser pour travailler à l'autonomisation et à la participation des femmes. Nous irons jusqu'au bout de cette collaboration et pour ces élections, nous allons continuer à travailler pour les femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie. David Wabeladjo, vous disiez tout à l'heure que les dirigeants africains actuels ne donnent pas assez de place à la jeunesse. Deux prix Nobel africains, je veux dire, féminins, ça va dans le bon sens, c'est dans le sens de la promotion de l'action de la femme? Bon, moi personnellement, j'ai toujours encouragé les femmes. Et parce qu'à regarder seulement ce qui se passe autour de nous, les femmes ont beaucoup sont beaucoup plus compréhensibles par rapport aux hommes. Même quand je vois ce qui se passe à travers les routes, quand les femmes conduisent, jamais vous n'apprendrez qu'une femme a fait l'accident, c'est rare. Ce sont surtout les hommes. Et les femmes, normalement, doivent être élevées. Et moi, j'ai toujours cherché à ce que les femmes même dirigent nos pays. Alfred, Donc, si une femme est arrivée à décrocher un titre, deux femmes, moi, vraiment, j'en ai fier. Et je pense que ce genre d'action doivent continuer. Qu'est-ce que peuvent apporter ces deux femmes au Libéria qu'elles n'ont pas déjà apporté dans le passé? Parce qu'elles ont combattu, elles ont eu une lutte commune. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Libéria revient de loin, de très loin. Et que Ellen Johnson Sirleaf a stabilisé le pays au sortir de la guerre. Elle a été au front à tous les combats pour justement, d'abord, la démobilisation des enfants soldats pour stabiliser le pays, lui assurer justement cet équilibre nécessaire. Et maintenant, ce n'est jamais assez. Et le combat pour la promotion de la femme, comme disait David, hein, c'est quelque chose de très important en Afrique parce qu'au fond, si vous prenez par exemple les Grands Lacs, les femmes sont les victimes des violences de guerre, des viols et des choses comme ça. Et là, effectivement, quand on a deux femmes qui accèdent à ce niveau de récompense, c'est quelque chose de très bien pour la promotion de la femme. Et je crois que pour le Libéria, c'est une très 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 bonne chose, pour l'Afrique d'ailleurs. Alors, en matière de promotion de la femme, quelques chiffres. Au début des années 2000, les Nations Unies avaient fixé à 30% le pourcentage des femmes dans les assemblées parlementaires. Alors, des pays africains comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique ou encore le Burundi ont largement dépassé ce quota, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe. Non, effectivement, il y a ces paradoxes, effectivement, où ce principe justement d'élévation de la femme au plan politique, de sa reconnaissance au plan politique, de sa participation, trouve en Afrique plus d'écho qu'en Europe. Et pourtant, effectivement, le combat pour la libération de la femme en Europe ici a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'années. Simplement, ce sont des sociétés qui sont très fermées, en Occident en particulier, enfin, on dirait aussi à travers le monde, des sociétés très fermées, très machistes, très phallocrates. En Afrique, les chefs d'État, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ont été dans ce combat pour la promotion de la femme dans chacun des États, avec des résultats différents. On a vu des femmes premières ministres, des femmes ministres de l'économie, etc. Et au fond, ça va dans le bon sens. Ça n'est jamais assez, mais...
Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom où nous a rejoint entre-temps Fally Ipupa, l'artiste internationalement reconnu. Face à lui donc David Wabeladio qui est inventeur d'une écriture dont on parlera tout à l'heure. Ensemble, nous allons faire le point de l'actualité. Et puis, nous allons commencer par les réactions des téléspectateurs et autres encore, Marie-Angèle. Oui, et surtout le dossier du jour. Si vous ignorez ce qu'est le Mandombe, notre dossier du jour dédié à l'éducation en République démocratique du Congo, vous le fera découvrir. Alors, dans l'inconscient collectif, l'Afrique est essentiellement perçue comme une civilisation de l'oralité et pourtant, ils sont nombreux les Africains qui ont inventé une écriture depuis les hiéroglyphes des Égyptiens. L'une des dernières inventions en matière d'écriture vient d'Afrique centrale et elle intéresse de plus en plus, bien au-delà des frontières africaines. Sur les traces du Mandombe, c'est un dossier de notre envoyé spécial Lizesli Askizimana qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour rencontrer l'inventeur de cette écriture. En Afrique, les ancêtres avaient leur propre écriture, des signes qui symbolisaient parfois des concepts précis. Mais à part l'Égypte avec les hiéroglyphes et le Cameroun avec le Shumon, l'écriture des Bamon, aucun autre pays n'avait reconnu jusqu'alors une écriture inventée par un Africain. La République démocratique du Congo va être le premier pays subsaharien à le faire. En 1978, David Wabeladio Payi de l'église kimbanguiste aurait eu une vision divine qui lui aurait intimé de créer une écriture pour les Noirs, une écriture qu'il allait nommer le Mandombe, qui signifie littéralement en Kikongo pour les Noirs. C'est à travers une observation d'un mur en briques non induit qu'il a eu son inspiration. Il s'est rendu compte que les maçons combinaient deux chiffres, le 5 et le 2. Ce fut le départ de ses recherches. Quelques jours après, je devais découvrir que ces deux chiffres sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Il y a un principe mathématique qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Elle est de même grandeur que l'objet, mais elle ne lui est pas superposable. Alors quand j'ai évolué en s'accrochant à ces principes, je devais plus tard aussi découvrir que les petits traits que j'ajoutais à chaque élément pour trouver d'autres éléments de forme particulière, ces petits traits-là, je pouvais les faire parcourir une course de moteur valeur en mouvement cyclaire continu. Et en le faisant parcourir une course en mouvement cyclaire continu, l'ensemble des éléments devait se transformer en 5 étapes. Et j'avais retenu chaque étape comme un temps. Au fur et à mesure, la recherche sur cette écriture s'est affirmée. C'est ainsi que l'inventeur, après avoir eu l'aval du père spirituel des kimbanguistes Simon Kimbangu, a entamé la seconde étape de vulgarisation de cette écriture. Il a commencé à l'initier à 2 de ses amis, puis à 21 enseignants. Il s'est également mis à fréquenter des universités pour solliciter des conférences. Je voulais à tout prix que cette écriture soit critiquée, soit appréciée. J'avais besoin des conseils, des professeurs. C'est ce courage qui lui a valu une bonne place au sein de l'université Kimbangu. Cette université, créée par l'église kimbanguiste le 28 novembre 1994, a été la première à donner l'opportunité à cet inventeur d'enseigner le Mandombe en République démocratique du Congo. Cette université, qui accueille tout le monde et pas seulement les membres de cette église, possède 6 facultés. Et depuis la première année, l'écriture Mandombe est enseignée. En donnant un petit trait à 5, et le 5 devient 6. Il a fait de même. Il a fait de même de l'autre côté. Il a donné un petit trait. Ça devient 9. Il a fait aussi pour ça. Il a mis le miroir. Il a trouvé que le 9 était renversé. Le 9 était renversé. Le 9 était renversé, son origine c'est 2. Bien que les étudiants de l'université Kimbangu apprennent tous le Mandombe, le recteur voudrait bien voir cette écriture enseignée dans toutes les facultés de lettres en République démocratique du Congo. Dans d'autres universités, c'est Kinshasa, il n'est pas encore enseigné parce que pour qu'elle soit enseignée, il faut que le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire donne son quitus. Vous voyez, ce n'est pas encore donné parce que nous sommes encore en train de préparer le document.
Et il faut que nous arrivions à préparer des ouvrages solides. Nous sommes encore au niveau du travail. Et d'ailleurs, même il y a une collaboration entre nous et certaines universités portugaises, espagnoles et allemandes. Produire ces manuels pédagogiques restait jusque-là une grande préoccupation pour les responsables de cette université kimbanguiste. Cette écriture mandombe est avant tout syllabique et ne se transcrit pas en alphabet. Ra et A, ce sont des syllabes qui sont dans le même environnement. C'est comme ça que lorsqu'on écrit A, par exemple, quand je tourne comme ça, le A ici devient A. Cet inventeur de l'écriture mandombe a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Une fierté pour ce ministre qui entend valoriser cette découverte. Je lui ai dit, au-delà de tout ce qui peut être une révélation, rester scientifique. Le gouvernement voudrait donc vulgariser cette écriture, mais tout comme l'église kimbanguiste, il refuse que le mandombe soit informatisé par les étrangers. C'est tout à fait logique parce que, vous voyez, quand on parle de droit d'auteur, de droit d'invention, et la nation, qu'on doit veiller à ce que d'abord elle s'approprie, qu'elle puisse en fait accompagner l'inventeur en s'appropriant cette découverte qui est très importante. Là, on disait que l'homme noir n'a rien inventé, Dieu est grand, il montre l'antériorité de l'homme sur le continent africain, il montre la place importante de cette Afrique centrale et de l'Est, en reconstituant toutes les découvertes qui sont en train d'être faites. Et donc ici, il est important effectivement que cette invention puisse être valorisée. Valoriser cette écriture mandombe, la protéger et la vulgariser avant que les chercheurs étrangers ne s'en approprient est donc le grand challenge pour le gouvernement. Mais au moins, l'inventeur a déjà eu beaucoup de récompenses pour cette découverte. Le gouvernement congolais s'apprête à lui accorder un doctorat honoris causa pour avoir été l'inventeur de l'écriture négro-africaine en République démocratique du Congo. Alors, on a la chance d'avoir sur notre plateau David Wabeladjo. Comment est-ce que on passe d'une révélation spirituelle à une construction scientifique parlant du mandombe? D'abord, je sais qu'ici en Europe, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Mais nous, en Afrique, nous avons toujours cru en Dieu. Et même dans la Bible, c'est écrit. Invoque-moi, et je te révélerai des choses cachées. Si je ne me trompe pas, c'est sur Luc 33. Eh bien, c'est une longue histoire, mais je serai un peu bref. Oui, allez. J'étais très jeune, je n'avais pas envie de faire des recherches. Et je dormais dans ma chambre, j'avais entendu une voix dans le ciel, dans le rêve, qui m'avait parlé. Et cette voix m'a dit, allez en Kamba, allez prier, maintenant t'es béni dans la source sacrée. Je vais te donner une mission pour la race noire. À ce moment-là, j'étais catholique. Et j'en ai parlé à mes parents, les parents n'ont pas pris ça en considération. Et surtout que mon oncle, qui vient en troisième position après ma mère, est prêtre catholique. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait que je sois baptisé catholique. Et puis après, bon, j'avais quand même insisté. Et nous étions partis avec mes parents. Et Nkamba, c'est la cité sainte de l'église kimbanguiste. Mais ce qui m'a beaucoup réconforté, parce que quand nous sommes arrivés au parking pour prendre le véhicule à destination de Nkamba, mes parents qui m'avaient accompagné ont vécu un grand miracle à tel point qu'ils ont vu maintenant l'apparition de Papa Simon Kimbangu qui était assis à ma gauche dans le véhicule. Et moi-même, je ne le voyais pas, mais ils ont vu et ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont fui. Donc une apparition divine. Fally, vous connaissez cette écriture-là, le mandombe? En fait, c'est la première fois, mais par contre, l'église kimbanguiste, vraiment, moi, je suis né, je suis d'une famille kimbanguiste aussi. Ma mère était kimbanguiste, ma tante, voilà, mais voilà, l'écriture, c'est la première fois, mais bon, je pense que la religion kimbanguiste, je respecte beaucoup. Et qu'est-ce que vous inspire, cette écriture? Ouais, ça ne peut que me faire plaisir en tant qu'artiste et musicien, ça c'est comme on dit, c'est comme quand on écrit une chanson, c'est l'œuvre d'esprit, donc je respecte, surtout que c'est un Congolais, donc voilà, on ne peut que louer. Oui, monsieur Wabeladjo, on dit souvent que, enfin, Freud l'a dit, que nos rêves sont l'expression de nos désirs refoulés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond de vous-même, vous aviez quelque part caché une envie
d'inventer quelque chose? Et j'ai toujours dit aux gens, aux jeunes Africains, même dans les universités, parce que je viens déjà d'animer plus de 258 conférences à travers les universités, que nous ne pouvons pas raisonner dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, d'après la statistique qu'on a faite par les experts, la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et si on voit en matière de recherche, c'est surtout l'Europe, les pays d'Amérique, hein, et puis de l'Asie. Maintenant, nous devons changer la donne, c'est-à-dire chercher comment percer ces murs-là. Mais est-ce que Mandombe, ça veut bien dire pour les Noirs? Mandombe, c'est un mot kikongo qui veut dire tout simplement ma, donc c'était en fait un mot composé. Hein. Ma qui veut dire maçon, qui veut dire écriture, Ndombe qui veut dire noir. Mais pourquoi attribuer une culture ou en tout cas une race à cette écriture? Parce qu'il n'y a pas forcément d'écriture pour les blancs ou pour les jaunes ou pour les rouges. Pourquoi pour les noirs? Les chiffres romains. Pourquoi on dit les chiffres romains? Ce sont des Romains qui ont créé ces chiffres. Ah là, ça mais ce ne sont pas les Romains qui utilisent ça. On dit aussi les tout le monde arabes. peut utiliser ça. D'accord. J'ai appelé ça. C'est une écriture pour les Noirs, mais que tout le monde peut utiliser. Tout à fait. Demain, je pars à l'université. Je serai en Allemagne. Il y a une université qui collabore avec moi. L'année passée, j'étais dans cette université. J'ai animé des conférences. On a formé des gens. Il y a même des professeurs qui ont déjà commencé la codification. Et je viens aussi de Lisbonne. Je collabore avec la faculté des sciences sociales de l'Université de Lisbonne. Donc l'écriture, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'apprendre, mais qu'il sache que c'est une affaire qui est venue de l'Afrique noire, des Noirs, comme nous connaissons aujourd'hui les chiffres romains, grâce aux Romains. Est-ce qu'il vous a donné envie d'apprendre cette écriture-là, en tout cas? Vous qui êtes congolais comme lui, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire en Mandombe? Oui, vous savez, je suis congolais, donc surtout que ça parle de Mandombe, ça veut dire c'est pour les Noirs. Ben, je suis noir, j'ai essayé d'apprendre. Je pense que si c'est pour tout le Congo, tout le peuple congolais, en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Il ne faut pas que ça soit ethnique. Vraiment, si c'est pour tout le Congo, en tant que Congolais, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que vous avez une question à poser à David Wabeladjo? Ça sera un Kikongo ou Lingala, parce que je comprends Kikongo ou Lingala. Comme vous voulez. Ezali écriture moko yozala pona Congo nyoso muluba mungala muyombe muswahili bakoki ko apprendre en sans problème. Alors vous faites la réponse en français, vous traduisez. C'est ça que je venais de dire tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est vraiment votre question veut dire si l'écriture c'est pour tout le monde au Congo. Voilà. C'est pas ethnique. Je vous dis déjà que je suis même surpris. C'est ce que j'avais dit au ministre la fois passée. Et ça c'est une affaire maintenant du gouvernement qui devait m'aider à vulgariser ça. Voilà. Et nous sommes déjà à Kikwiti, dans les Bandundu, et à Idiofa, et nous sommes dans les Kasaï à Ilebo. Nous avons ouvert un grand centre. À Katanga, à Lubumbashi, il y a 5 centres. Au niveau de Goma, nous avons un centre. Et à Kisangani, je viens de Kisangani maintenant avant de venir en Europe. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde peut avoir accès à unir le pays. Alors, nos deux invités participent conjointement au rayonnement culturel de leur pays, l'un par sa musique et l'autre par l'écriture. Oui, Marie, vous l'avez dit, l'un est artiste musicien connu à l'échelle planétaire, l'autre est inventeur d'une écriture négro-africaine. Fally Ipupa, comment devient-on un artiste musicien de renommée internationale quand on vient de Kinshasa? Je pense que c'est d'abord inné. Vous devez être artiste et musicien. Moi, je suis artiste et musicien, ça va faire près de 15 ans. Donc, je n'ai pas appris la musique en fait. Je suis né avec ça. C'est un don de Dieu. Et puis après, bon, il faut faire, il y a la promo, il y a la volonté de travailler. Et puis voilà. Mais beaucoup d'artistes font énormément de promotion, travaillent avec acharnement et pourtant ne parviennent pas à se hisser au niveau que vous avez atteint. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord un don de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Donc vous pouvez avoir être pété de talent, mais ça si c'est vraiment pas si vous n'avez pas la chance, donc voilà, on n'y peut rien. C'est Dieu qui donne la chance et puis après, il faut vouloir perfectionner. Et peut-être votre collaboration avec d'autres artistes aussi, oui, mais c'est d'abord avoir toi-même du talent. Je pense que c'est important d'être déjà forgé, avoir la volonté de travailler.
Collaboration ou pas, ça viendra après. Il faut d'abord être artiste et musicien, avoir la volonté et l'amour de ton métier. Voilà, je pense. Alors, il y a 50 ans, Joseph Kabasele chantait Indépendance Tcha-Tcha. Ouais. 51 ans après, pensez-vous que l'Afrique soit indépendante? Ouais, je vais dire oui et non. Ouais, je vais dire oui et non. Vous savez, j'aime pas trop parler de la politique. Je reste un artiste et musicien, mais je vais dire oui et non. Voilà. Et au niveau de votre... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez que vous êtes un exemple pour de nombreux Congolais, par exemple? Ça me fait plaisir. J'ai toujours dit à mes fanatiques, il faut avoir la détermination, il faut avoir la volonté et mettre un peu de l'ordre et du sérieux dans ton travail. Et puis, mais la musique, ce n'est pas que de l'amusement, c'est aussi un travail. Non, c'est un travail. Moi, je vis de la musique. Si on enlevait la musique aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais faire pour... faire nourrir ma famille. Donc moi, je suis artiste et musicien. C'est un boulot comme tout autre métier. Donc je pense que je ne changerai pas mon métier. Voilà. David Wabeladio, il le disait, Fally Ipupa, tout vient de Dieu. Le don artistique vient de Dieu. Quelle peut être la part du travail personnel dans ce que Dieu vous a donné? Bon, mais c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais d'abord découvert, moi, que les maçons au monde, en supposant les briques, c'est-à-dire les maçons en construisant le milieu des briques, ils entrecroisent des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est comme ça que j'ai découvert cette écriture. Et après, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu, parce que quand j'avais découvert ça, je n'avais pas pensé à faire des recherches avec. J'avais pris ça pour une simple découverte. Mais quand j'ai dormi, la nuit, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel Papa Simogimango est à Paris, dans le rêve, et il m'a dit que les 2 chiffres-là qui étaient à découvert la journée, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Et j'ai commencé à étudier ça. D'abord, j'ai découvert que ces des éléments sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Ça qui m'avait beaucoup intéressé, parce que la première découverte, c'était l'intuition. J'avais découvert cette écriture par l'intuition en observant le milieu des briques. Mais il fallait un principe pour développer cette recherche. Et j'ai découvert qu'il fallait utiliser le principe des miroirs et le principe de l'optique. Et en se basant sur ces principes, plus tard, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces 2 éléments que j'avais découvert sur le milieu des briques, et qu'il fallait le faire parcourir une couche de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Donc ça a été une accumulation, une suite de mi-révélation, mi-science qui ont formé cette écriture. Voilà. Alors Fally, vous avez reçu de nombreuses récompenses à travers l'Afrique et même dans le monde. Alors quelle est votre actualité là? Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouvel album pour vos fans? Ouais, l'actualité de Fally, déjà demain je pars au Congo-Brazza, je joue les 14 à Brazzaville, les 15 à Pointe-Noire, et après je serai pour le tirage des poules à Malabo, de la CAN. Voilà. Et puis je suis nominé le 6 novembre au MTV Europe Music Award. Je viens de gagner. Ce qui est quand même très très rare pour un Africain. Pour un Africain, donc j'ai demandé à tous les Africains de me voter pour que je gagne au moins cet MTV Europe Music Award. Et puis après, je serai en tournée en Afrique, Abidjan, Tchad, Gabon, il y a plein de dates, donc voilà, c'est à peu près ça. Et mes clips, le DVD collector de mes vidéos sort après-demain. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une référence, un exemple, un modèle pour de nombreux jeunes Africains? En tout cas, ça me met un peu de pression quand même, mais ça me fait quand même plaisir. Ça me donne envie d'être sérieux et de bosser. Et je dirais à tous les artistes qui veulent devenir professionnels, il faut avoir la niaque, il faut avoir la volonté, puis ça ira. Voilà. David Wabeladio, est-ce qu'il y a un tronc commun, une relation entre l'écriture musicale et l'écriture que vous avez découverte? Il y a quelque chose en commun? Lorsqu'il fallait procéder à la nomenclature des éléments, j'avais demandé au professeur qui m'avait suivi en conférence à l'INEKI, dans la faculté des sciences, de pouvoir m'aider à nommer les éléments de cette écriture. Et les professeurs m'ont dit, ah, toi tu as un Dieu qui t'inspire, allez demander à ton Dieu de te révéler les appellations. Et puis après, je me suis référé à la culture Congo. Il y a, on disait chez nous les Bakongo, il y a un cantique, pardon, une chanson
qu'on chantait dans les temps, mais cette chanson, on joue, les tam-tams africains avaient des sons. Les sons de Pakundungu. Je peux chanter ça s'il vous plaît? Allez-y. On chantait ça dans tous les villages du Royaume Congo. On disait Ngele, Ngele, Munzila Congo, Ndokote, Lubamba Loame, Lubamba Loame, Vangilanga, Lembo Biame, Lembo Biame, Bakilanga, Ngola Zame, Ngola Zame, Zize, et ce qui veut dire quoi? Evana Zangva, Moneke, Nyoka Moyo, Itele, Mwanandumba. Et moi, Nandumba Kaidi, Waitate. Mais là, vous êtes en train de concurrencer Fally Ipupa, je pense. Je crois que je vais faire la reprise de cette chanson. Et ce qui veut dire quoi? On ne peut plus l'arrêter d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en gros? Il y a un beat même. Je me suis référé à ces deux onomatopées. Et c'est comme ça que les deux éléments que j'avais découverts sur les mille de briques, j'ai nommé ça Pakundungu et Pelégité. Donc je me suis ressourcé, référé à cette chanson, pardon, je me suis inspiré à cette chanson-là. C'est comme ça que j'ai nommé mes deux éléments, Pakundungu et Pelégité. Vous êtes prêt à récupérer la chanson. Non, en fait, moi, je vais faire la reprise. Donc, en avant-première sur Africa 24, vous avez pu découvrir le prochain tube de Fally Ipupa. Voilà. Maria, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine du jour? Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir se sont achevées. Ils se sont engagés à résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était à Taïwan. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans divers domaines. Et enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors à suivre les news monde juste après la pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour l'actualité internationale, Marie-Angèle. Même si les résultats définitifs du premier tour de la primaire socialiste française ne sont pas encore connus, 85% d'entre eux ont été validés. François Hollande arrive en tête. L'ALBA, le Conseil politique de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, apporte son soutien à Bachar el-Assad. L'Alliance refuse toute ingérence occidentale en Syrie. Et enfin, les Polonais ont accordé leur confiance à leur Premier ministre libéral Donald Tusk. Il effectuera un deuxième mandat de 4 ans. Alors notre éditorialiste Alfred Chango nous a rejoint une nouvelle fois sur le plateau. Face à lui, notre invité, David Wabeladio, inventeur d'une écriture, le Mandombe, comme vous l'avez vu. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité internationale, en commençant par l'info du jour. La primaire socialiste d'hier en France a connu un afflux d'électeurs. Ces résultats provisoires mettent en tête du classement François Hollande, suivi de Martine Aubry. Mais celui qui cristallise désormais toutes les attentions, c'est Arnaud Montebourg, arrivé 3e, et les éventuelles consignes de vote qu'il pourrait donner pour le second tour. Lola Sorrenti. François Hollande en tête du premier tour. Dimanche, les résultats de la primaire du Parti socialiste ont été dévoilés. François Hollande a obtenu 39,19% des voix contre 30,47% pour Martine Aubry. De leur côté, Arnaud Montebourg obtient 17%, 7% pour Ségolène Royal et 0,61% pour Michel Bellet. Je veux féliciter les électeurs pour le choix qu'ils ont fait pour ce premier tour en me plaçant en tête et nettement en tête ce soir. Ce qui me conduit aujourd'hui à appeler au rassemblement le plus large autour de ma candidature. Les résultats laissent envisager un duel serré pour le scrutin du second tour. Mercredi prochain, les deux candidats en lice, Martine Aubry et François Hollande, entameront leur premier duel politique à travers un débat télévisé. Et si je suis là ce soir, c'est que je trouve que c'est d'abord une initiative intéressante du PS d'avoir fait ces primaires et que ces résultats montrent que
On a deux personnages qui ont des personnalités assez différentes, mais qui finalement pour l'instant ne semblent pas être si loin que ça, et que le choix en finale ne va pas forcément être facile à faire. 2,5 millions d'électeurs sont mobilisés pour le second tour de la primaire socialiste, prévue le 16 octobre prochain. Alfred, en quoi est-ce que cette idée des primaires socialistes bouleverse-t-elle les pratiques politiques en France? D'abord, simplement par le fait que désormais on ne peut plus ne pas en tenir compte dans les scrutins futurs ou dans les échéances futures qui arrivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu cette primaire socialiste. Ça, c'est une première chose. Deux, ça pousse les appareils justement à pouvoir réfléchir sur le mode de désignation de leurs candidats à toutes les échéances électorales qui arrivent. Est-ce que ces chiffres vous ont surpris? Par exemple, on donnait François Hollande largement en tête dans les sondages. Finalement, ce n'est pas le cas. Ségolène Royal avec ses 6%. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Pour ce qui est de Hollande, c'est de l'attendu. C'était prévisible, tous les sondages depuis un certain moment le mettait en tête de ces scrutins. Mais moi, ma grande déception, c'est Ségolène Royal. Voilà, j'ai une pensée pour elle. J'avais très honnêtement pensé qu'elle franchirait ce cap-là, qu'elle serait la troisième personnalité, mais Arnaud Montebourg a bouleversé justement les sondages et donc il va être l'arbitre maintenant de ce second tour. David Mobeladio, l'idée des primaires nous vient des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que la société française est en train de s'américaniser? Bon, je ne sais pas, mais ce que je peux dire que les bonnes choses, on les copie toujours facilement. Si ça peut aider les Français à sortir pour arriver aux élections transparentes, ça n'empêche pas qu'ils puissent copier les États-Unis. Ce sont des mauvaises habitudes qu'on doit peut-être, qu'on ne peut pas copier, mais les bonnes habitudes, on les copie toujours. Alfred, comment peut-on expliquer ce que certains qualifient de débâcle pour Ségolène Royal, elle qui était face à Nicolas Sarkozy lors de la dernière élection présidentielle, se retrouve largement derrière dans cette primaire socialiste? Je pense que cette fois-ci, peut-être elle n'a pas eu le nez creux pour savoir effectivement quel type de campagne mener, quel positionnement politique prendre et quel type d'engagement proposer aux Françaises et aux Français. Et donc, au fond, elle a été un peu en retrait, elle a été surtout sur son expérience de l'élection passée, donc sans véritablement avoir cette perspective justement d'avenir, probablement, et puis la situation de crise actuelle nécessitait peut-être un discours différent, un discours neuf, donc elle a été presque trop convenable. À mon goût, c'est ça qui a fait effectivement que ça n'a pas pris auprès de l'opinion. Alors, un petit pronostic pour le duel entre Martine Aubry et François Hollande? Écoute, moi je ne lis pas dans le mar du café. Si qui Arnaud Montebourg devrait reporter ses voix? À qui devrait-il reporter ses voix, logiquement? Logiquement, objectivement, les thèses d'Arnaud Montebourg sont proches de celles de Martine Aubry sur un certain nombre de points. Marginalement, en accord avec François Hollande. Logiquement, ça voudrait dire cela. Mais je crois que les électeurs sont assez libres, justement, pour aller, comme on entre finalement dans une démocratie d'opinion, les électeurs sont libres, justement, de leur voix. On ne sait pas ce que ça va donner, en tout cas, ça va être très serré à tous les coups. Après info, la Syrie. Le Venezuela, l'Équateur, le Nicaragua et la Bolivie et Cuba veulent aider la Syrie à sortir de la crise sans intervention occidentale. Pendant ce temps, la répression des autorités syriennes sur la population se poursuit. Sophie Ebrard. L'ALBA assure son soutien au président syrien. Dimanche, le Conseil politique de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, a rencontré le président Bachar al-Assad. Une réunion au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a déclaré qu'il fallait à tout prix empêcher l'Occident d'intervenir dans le conflit syrien. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les puissances occidentales prennent part aux problèmes internes de la Syrie pour détruire le pays. Il reste entre les mains des Syriens leur patriotisme et leur capacité à empêcher que cela arrive.
Principalement visé lors du discours, les États-Unis, vendredi, le Pentagone a appelé Bachar el-Assad à quitter le pouvoir en précisant que son gouvernement poussait le pays sur une voie très dangereuse. Le Venezuela, mais aussi l'Équateur, le Nicaragua, la Bolivie et Cuba proposent de mettre leur expérience politique à disposition de la Syrie. Dans le cadre de l'ALBA, Cuba se sent responsable de faire respecter le droit international et d'exhorter le Conseil de sécurité à respecter son mandat. Nous engageons également l'Assemblée générale des Nations unies et le mouvement des pays non alignés à soutenir le peuple syrien. De son côté, le président syrien avertit qu'il prendra des mesures contre tous les pays qui reconnaîtront le CNS, le Conseil national syrien, organe regroupant la majorité des mouvements opposés au président Bachar al-Assad. Est-ce que cette action des pays, la plupart des pays d'Amérique latine, n'est pas une sorte de caution aussi donnée au pouvoir de Damas de continuer en quelque sorte à réprimer les populations locales? Naturellement, la position de l'ALBA est en contradiction avec justement l'aspiration du peuple syrien qui veut justement sortir des griffes de Bachar al-Assad. Et que donc là, effectivement, on voit aussi que pour ces États-là, l'adversaire, ça n'est pas tellement la Syrie, ce sont les États-Unis. Et donc il y a transposition des problématiques latino-américaines vers le cas syrien. Mais effectivement, c'est une manière de déni, au fond, de coup porté justement à ce printemps arabe qui est en train de bouleverser la géopolitique, la géostratégie de la région du Moyen-Orient. Alors, M. Wabeladio, les pays de l'ALBA de l'Amérique latine ne veulent pas d'intervention de l'Occident, mais qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour aider la population syrienne? Bon, moi je pense que c'est un problème, comme je l'avais dit au départ, c'est un problème d'éducation. Parce que moi je ne peux pas comprendre, dans un pays où nous sommes obligés de vivre ensemble, il y a des gens qui veulent se cramponner au pouvoir pour ils veulent se cramponner au pouvoir inutilement. Et la population doit mourir parce qu'il y a quelqu'un qui veut rester au pouvoir. C'est vraiment pour moi inacceptable. Mais qui peut aider cette population? Pour moi, c'est l'ONU qui doit jouer son rôle. Ce que l'ONU va décider, c'est ce que le monde doit suivre. Justement, il le dit David Wabeladio, c'est l'ONU qui doit jouer son rôle. En fait, comment se fait-il que, ici, présentement, là, l'ONU ne puisse pas intervenir? Qu'est-ce qui est plus compliqué en Syrie que ça ne l'était en Égypte ou en Tunisie ou même en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Nations Unies, ce sont les États membres dont la Syrie fait partie, dont ceux de l'ALBA font partie, etc. Et que toutes les décisions sont prises au Conseil de sécurité, donc permanent, mais avec les 10 non permanents, donc ça fait 15 membres. Si il y a unanimité entre ces 15 membres, alors une résolution peut être prise pour justement amener le président syrien à respecter les droits de l'homme, à respecter la volonté de son peuple. Or, il y a deux États membres et deux pays qui sont au Conseil de sécurité permanent, la Russie et la Chine, oui, qui menacent justement de leur veto pour empêcher toute intervention onusienne dans les affaires syriennes. Et bien voilà ce qui bloque. Autre après info, la Pologne. La coalition de Donald Tusk aura la majorité au Parlement suite aux élections législatives d'hier. Pour la première fois depuis la naissance de la Troisième République polonaise, le Premier ministre sortant et son parti, la plateforme civique, sont reconduits. Nadège Abderrazak. En Pologne, les libéraux au pouvoir remportent les législatives. Le grand vainqueur n'est autre que le parti Plateforme Civique, parti du Premier ministre Donald Tusk, déjà majoritaire au Parlement. D'après les résultats provisoires de la commission électorale, le Parti libéral remporte les élections avec 39,6% des voix. Je sais que les 4 prochaines années seront un défi encore plus grand. Nous aurons besoin de travailler ces 4 ans à doubler nos efforts et nous aurons besoin d'agir plus rapidement. Tout simplement parce que les Polonais ont droit à une qualité de vie encore plus élevée.
Le parti conservateur d'opposition Droit et Justice de Jaroslaw Kaczynski est derrière avec 30,1% des voix. Un résultat qui n'entame pas la conviction du leader du Parti démocrate. Nous ne connaissons pas encore les résultats définitifs, mais ce qui est sûr, c'est que nous maintenons notre position. Nous sommes convaincus que la Pologne a besoin de changements significatifs. Les résultats définitifs seront publiés mardi par la commission électorale. Enfin, en attendant les résultats définitifs, là, le gouvernement libéral de Donald Tusk a les mains pour continuer à peaufiner l'intégration européenne de la Pologne. Absolument. D'abord, il faut rappeler que Donald Tusk vient aussi des États-Unis, donc voilà, et que là, c'est une bonne chose pour la Pologne parce que Jarosław Kaczynski a essayé, par exemple, dans le passé, d'instrumentaliser la mort de son frère pour pouvoir justement se présenter à l'élection précédente où Donald Tusk a gagné. Et que donc, effectivement, il a des positions quand même assez rétrogrades par rapport à la place de la Pologne. C'est quand même un grand pays, un grand État qui mériterait effectivement de se retrouver dans l'Union européenne. Je crois que Donald Tusk, là, il a les mains, les cartes blanches pour aller... se faire réélire, est-ce que cela veut dire qu'il a mieux travaillé que les gouvernements précédents? Parce que depuis 22 ans, on n'avait pas vu ça. Exactement, c'est-à-dire que au fond... dans cet environnement de crise, Donald Tusk a su faire de la Pologne un pôle de stabilité économique. En tout cas, il a stabilisé tous les indicateurs macroéconomiques, microéconomiques, et que donc la Pologne n'a pas subi les contre-coups, par exemple, de la crise de 2008, la crise actuelle de la dette. Et donc, effectivement, les Polonais lui ont fait confiance et donc, voilà, lui ont renouvelé cette confiance. Mais la Pologne attend d'ailleurs une croissance de 4% pour cette année 2011, qui devrait donc l'aider à continuer ces réformes économiques. Mais absolument, il n'a pas d'autre choix en fait. Hein. Mais c'est aussi un grand défi pour lui, hein, parce qu'après, dans 4 ans, les Polonais vont lui demander des comptes aussi. Mais on espère pour lui qu'il réussira à le faire entrer déjà à l'Union européenne et puis qu'il continuera à maîtriser les données économiques, macroéconomiques pour le bien-être des Polonais. Le zoom avec la Palestine. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en tournée latino-américaine pour promouvoir sa demande de reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Nous allons demander la paix avec Israël et avec elle la reconnaissance des 57 États islamiques et des 22 pays arabes, comme cela a été dit dans le plan de paix initié lors du sommet de Beyrouth de 2002. Cette initiative proposait le retrait d'Israël des territoires arabes et la création de l'État indépendant de Palestine. En contrepartie, les 57 nations islamiques sont prêtes à reconnaître l'État d'Israël. David Wabeladjo, est-ce que vous pensez sincèrement que la Palestine a les chances d'être reconnue comme État? Mais il faudra... Moi, je pense que c'est un problème qui doit résoudre cette situation. Parce que ça date de longtemps, cette affaire-là de la Palestine et de l'Israël. Donc, c'est un peuple qui doit nécessairement avoir un pays. Et je ne pense pas que Dieu a créé ce peuple sans pourtant les doter d'un pays. Où est parti ce pays-là? Et s'il y a 56 pays qui ont déjà... Moi, je pense que c'est la voix de la majorité qui prime. Hein. Alfred, pourquoi Mahmoud Abbas se met aujourd'hui à parler d'Israël? Ah, mais il n'a jamais cessé, parce qu'il a été négociateur justement des accords d'Oslo pour la reconnaissance d'Israël et puis la création de cet État palestinien. Et au fond, il doit continuer justement cette campagne qu'il a menée aux Nations Unies. Il doit convaincre le plus de pays possible à travers le monde parce qu'il faut réparer cette injustice-là. Depuis 1947, 48, la résolution 181, 242 en 1967 reconnaissait ce principe de 2 États, un État palestinien, un État israélien. Il n'y a pas de raison effectivement qu'aujourd'hui on en soit encore là à voir les Palestiniens quémander de la communauté internationale la reconnaissance de cet État-là. Mais le fonctionnement même de l'ONU, où justement il y a ce fameux veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, est-ce que ce n'est pas un frein à ce genre de demande? Mais tout à fait, mais on a remarqué aussi qu'à l'UNESCO, par exemple, il y a eu unanimité de tous les États pour reconnaître l'État de la Palestine. Et d'ailleurs, la réponse des Russes et des Chinois aux États-Unis dans l'affaire syrienne
leur réponse tient compte justement de cette menace de veto américain sur la question palestinienne. L'info en Telex, en commençant par l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy se sont prononcés en faveur d'une recapitalisation des banques européennes selon des critères communs. Alors ils ont proposé des modifications importantes au traité européen allant dans le sens d'une plus grande intégration de la zone euro. Aux États-Unis, le gouverneur de Californie a ratifié samedi la loi du rêve ou Dream Act qui avait été votée par le Parlement de l'État. Cette loi est en faveur des étudiants sans papier qui seront autorisés à recevoir des bourses pour terminer leurs études supérieures. Et enfin, le chiffre du jour, 200 000 réservations pour l'iPhone 4S. L'opérateur téléphonique américain AT&T a annoncé hier soir que le lancement de la dernière génération de l'iPhone connaissait un succès sans précédent avec plus de 200 000 réservations prises aux États-Unis en moins de 2 heures. Quels peuvent être les enjeux de la recapitalisation des banques? Bon, l'enjeu, c'est la stabilité économique, monétaire, financière de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'institutions bancaires très importantes qui sont aujourd'hui secouées par cette crise de la dette et dont les fonds propres ne suffisent plus à garantir justement l'existence. La recapitalisation permet justement aux États de prendre sur eux une partie justement de cette dette pour stabiliser les banques et ensuite effectivement permettre de les renflouer. Mais les États ne perdent rien du tout parce qu'on